On va clore cette médecine générative. Et merci Marie. Et on va prendre la... Alors, tu essayes de tenir à 15 minutes, pas comme Marie. Et parce qu'on a un horaire très précis pour Nicolas Morel-Journel qui est en visio après. Ça marche. Merci en tout cas de m'accueillir pour cette présentation à l'Académie nationale de chirurgie. Donc moi je suis Jonas Citruc, je suis médecin vasculaire dans le service de médecine vasculaire à l'HEGP et je vais vous parler de dysfonction érectile, précurseur de la maladie coronaire. Alors déjà, si on fait un petit peu une revue de la littérature, on peut voir qu'il y a environ 10% des publications qui lient dysfonction érectile et maladie cardiovasculaire. Donc il y a beaucoup de publications là-dessus et c'est un sujet qui est très important et qui est connu depuis longtemps. J'ai cité là ici la publication de Ronald Vierag qui est avec nous, qui avait montré en 85 qu'il y avait un lien entre les facteurs de risque cardiovasculaire et la dysfonction érectile. Et donc, si on regarde la littérature jusqu'à aujourd'hui, là j'ai mis quelques reviews et méta-analyses récentes. Donc déjà, juste la prévalence de la dysfonction érectile, c'est quelque chose d'important. Après 40 ans, on a 40% des patients qui ont une dysfonction érectile. Après 60 ans, 50%. Et chez ces patients donc, qui ont une dysfonction érectile, on a un risque augmenté de 40% de décès par maladie cardiovasculaire, 40% de faire un AVC, 50% de faire un événement cardiovasculaire et 60% de faire un infarctus du myocarde. Donc, ce qui est assez important. Et c'est d'autant plus important que la dysfonction érectile est sévère. Également aussi, d'autant plus important qu'il y a de facteurs de risque cardiovasculaire et notamment le diabète et le tabac. Un fait aussi qui est très important, c'est que la dysfonction érectile, elle précède l'événement cardiovasculaire de 2 à 5 ans en général. Et donc je vous ai mis là par exemple une étude qui date de 2018, c'était la cohorte MESA, où ils avaient inclus 1757 patients en prévention primaire cardiovasculaire et sur ces 1700 patients, on avait 45% qui avaient une dysfonction érectile et on voit que donc après un suivi de 4 ans, on avait une grande partie des patients les patients qui avaient une dysfonction érectile faisaient beaucoup plus d'événements cardiovasculaires. Donc c'était les MACE, donc qui regroupent infarctus du myocarde, AVC, revascularisation myocardique. Et on avait un hazard ratio à 1,9, donc ce qui est quand même assez important. Donc la dysfonction érectile, on le sait, en tout cas, ça prédit l'apparition d'un événement cardiovasculaire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce qu'en fait les deux partagent des facteurs de risque communs. C'est l'âge, l'hypertension, le diabète, le tabac, l'hypercholestérolémie. Et en fait pourquoi? Parce que ça va provoquer de l'athérome et de la dysfonction endothéliale. Il va y avoir une obstruction des vaisseaux. Les premiers vaisseaux qui vont être atteints, en fait, qui vont se boucher, ça va être les plus petits vaisseaux, ça va être les vaisseaux péniens, donc les artères pudendales. Et donc le premier territoire en fait, du corps qui va être très symptomatique, ça c'était Montorsi qui l'avait montré dans ses publications, ça va être la dysfonction endothéliale, donc le pénis. Et ensuite, avec l'évolution de la maladie, il va y avoir progressivement d'autres vaisseaux qui vont se boucher, les plus gros vaisseaux, et c'est là qu'on va avoir apparition du coup d'infarctus du myocarde, d'AVC, d'artériopathie des membres inférieurs. Et donc on voit qu'en fait, là on a une période entre 2 et 5 ans où c'est le moment de faire du diagnostic et de la prévention cardiovasculaire chez ces patients. Et c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte chez les patients avec dysfonction érectile. Alors du coup, si on regarde les recommandations, déjà les recommandations donc, des cardiologues donc, de l'ESC 2021 par exemple, on voit qu'ils les ont intégrées, qui disent, bon, avec
un grade 2A, mais ils disent qu'il faudrait évaluer le risque cardiovasculaire chez les patients qui ont une dysfonction érectile. Eux, ils proposent par exemple de faire un score calcique chez ces patients. Les recommandations d'urologie, ils en parlent aussi, ils disent bien qu'il faut classer les patients dans les 3 catégories. Et quand on est dans la catégorie intermédiaire ou haut risque, il faut adresser le patient à un cardiologue. Une chose qui est intéressante du coup à remarquer, c'est que dans toutes les études, en réalité, ils ne distinguent pas vraiment, ils parlent à chaque fois de dysfonction érectile et de risque cardiovasculaire, mais en fait, ils ne distinguent pas vraiment les étiologies de la dysfonction érectile. Or, comme vous le savez tous, du coup, là, avec les présentations même qu'on a eues avant, il y a des patients qui ont des dysfonctions érectiles liées à des atteintes veineuses, des atteintes endocriniennes, des atteintes neurologiques, et qui, en fait, n'ont pas vraiment de lien avec le risque cardiovasculaire. Et ça va être surtout les patients qui ont une atteinte artérielle et une atteinte par dysfonction endothéliale qui vont être, a priori, en tout cas, les plus à risque cardiovasculaire, et c'est sur eux qu'il faut cibler la prévention cardiovasculaire. Alors, un des moyens du coup de diagnostiquer l'atteinte artérielle et veineuse du coup pénienne, ça va être de faire un échodoppler pénien avec injection intracaverneuse. Les techniques sont bien décrites, mais la place elle reste encore mal définie finalement dans la prise en charge de la dysfonction érectile, et souvent elle arrive après l'échec d'un traitement par IPDE5. Et alors qu'on pourrait en fait le faire d'emblée chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc maintenant, je vais vous parler du coup de l'étude qu'on a fait cette année au CETI, l'étude Coropen. C'est des résultats du coup préliminaires. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'échodoppler artériel pénien dans la stratification du risque cardiovasculaire chez des patients avec une dysfonction érectile, et on comparait du coup cette évaluation par échodoppler pénien à un dépistage de l'athérome coronarien par coroscanner. Donc on a inclus des patients de moins de 70 ans qui avaient une dysfonction érectile, qui avaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire, parmi tous ceux que vous connaissez déjà, et on a inclus que des patients qui étaient en prévention primaire, donc c'est-à-dire des patients qui n'avaient... donc on a exclu les patients en prévention secondaire, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà fait un AVC, un infarctus, une artériopathie des membres inférieurs, pour ne garder que ceux qui sont nouveaux, on va dire, dans la prévention cardiovasculaire. Le déroulement de l'étude, donc on a inclus des patients d'octobre 2022 à juin 2023. C'était une étude monocentrique, donc au CETI, avec le docteur Sussman et le docteur Virag. Et c'était des patients qui consultaient donc, pour dysfonction érectile. Et pour chaque patient qui répondait aux critères d'inclusion, c'est-à-dire surtout donc, présence d'un facteur de risque cardiovasculaire, on réalisait un échodoppler pénien avec injection intracaverneuse pour évaluer le score A. Je vais vous en reparler juste après de comment est-ce qu'on l'évalue. Et on leur réalisait un angioscanner coronaire. Puisqu'ils avaient des facteurs de risque cardiovasculaire, on était légitime en tout cas de leur prescrire ça pour faire du dépistage. Et on évaluait du coup le score CADRADS. Pareil, je vais vous en reparler juste après. Et ensuite, on a comparé du coup donc les résultats entre les deux atteintes, les deux territoires. Donc l'évaluation du score A en échodoppler, le principe c'est de faire une injection intracaverneuse, de regarder les flux dans l'artère caverneuse, et ce qu'on va regarder principalement en fait c'est la vitesse maximale systolique. Quand on déclenche une érection, on est censé avoir une augmentation de cette vitesse maximale systolique, et si elle n'augmente pas, on peut se dire qu'il y a probablement ou une obstruction en amont ou même une occlusion d'une artère, et on peut classer du coup le patient en 4 stades d'atteinte avec le score A, selon cette vitesse maximale systolique évaluée, en score A0, A1, A2 et A3. Concernant le coroscanner, donc pour l'évaluation du score CADRADS, le principe c'est de faire une injection de produit de contraste, et on va regarder les artères coronaires, de voir s'il y a présence de plaques ou pas. Donc un score CADRADS à 0, ça va être un patient qui n'a absolument aucune plaque. Ce qu'il y a de bien avec le coroscanner, c'est qu'on va voir les plaques calcifiées, mais aussi les plaques toutes jeunes qui n'ont pas encore eu le temps d'être calcifiées. Le score CADRADS, quand il est entre 1 et 2, côté entre 1 et 2, c'est la présence d'une plaque, mais sans sténose. Un score CADRADS entre 3 et 4,
ça va être la présence d'une sténose cette fois-ci qui est significative. Et un score CADRADS à 5, c'est un patient qui a déjà occlu son artère. Donc les résultats, déjà notre population, on a inclus 72 patients. Parmi ces 72 patients, on avait 10 patients qui avaient un score A égal à 0, donc c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'atteinte artérielle pénienne, et 62 patients qui avaient une atteinte artérielle pénienne, donc un score A qui était positif. On voit que nos patients avaient été en moyenne plutôt jeunes, à 55 ans. Ils avaient entre 1 et 2 facteurs de risque cardiovasculaire, majoritairement tabac, hypertension, diabète. Et c'était des patients qui avaient une dysfonction érectile plutôt sévère avec un score IEF 5 à 11,5. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on voit qu'il y avait une différence significative entre les deux groupes sur le diabète, ce qui semble assez logique puisque les patients qui sont diabétiques vont avoir plus tendance à faire une atteinte artérielle pénienne. Résultat concernant du coup donc cette corrélation entre l'atteinte coronaire et l'atteinte pénienne. Là, ici, vous avez représenté le score CADRADS, donc de 0, c'est pas d'atteinte, pas de plaque, jusqu'à 4, une sténose serrée. Et là, le score A, donc 0, pas d'atteinte, et puis là, ensuite, une atteinte de plus en plus sévère jusqu'à 3. Et on voit qu'il y a une tendance, en tout cas, pour une corrélation entre les deux atteintes. Et quand on fait une corrélation de Pearson, on a un petit r égal à 0,44, donc ça veut dire une corrélation moyenne, et donc on a bien un lien, en tout cas, entre la sévérité de l'atteinte pénienne et la sévérité de l'atteinte coronaire. Donc ça donne quand même beaucoup de poids à cet examen, du coup, le score A. C'est donc une évaluation artérielle pénienne qui vaut le coup, en tout cas, chez les patients. Maintenant, si on regarde un autre résultat, ensuite on a classé de manière binaire le score A. Au lieu de faire un score A à 0, 1, 2, 3, on fait un score A positif, un score A négatif. Cette fois-ci, on a eu deux résultats donc, significatifs que je vais vous expliquer. Donc si on considère notre score A comme un test diagnostique qui nous permet de dépister la présence de plaques, donc présence de plaques, ça veut dire un score CADRADS supérieur à 0. Un score CADRADS, je vous rappelle, égal à 0, ça veut dire absence de plaques coronaires. Si on prend ce seuil-là, on va voir qu'on a une différence significative entre les deux groupes. On avait 30% de patients dans le score qui avaient un score A égal à 0, donc pas d'atteinte pénienne, donc 30% qui avaient une présence de plaques, contre 90% des patients qui avaient un score A positif, qui avaient une présence de plaques coronaires, avec une différence significative, un petit p à 0,001. Et si on évalue du coup ce test diagnostique, il a une valeur prédictive positive à 90%. Donc ça veut dire que patient avec un score A positif, on a 90% de chance qu'il ait des plaques coronaires. Donc on voit encore une fois le potentiel puissance de cet examen. Enfin, si on regarde un deuxième test diagnostique, ce serait d'évaluer ce score A pour la présence d'une sténose significative coronaire, donc ça veut dire un score CADRADS supérieur ou égal à 3. On avait pareil une différence significative, et on voit en fait surtout que les patients qui ont un score A négatif ne vont pas avoir de sténose significative. Il n'y en avait aucun qui avait une sténose significative. Donc ça voudrait dire que notre test, il a une valeur prédictive négative de 100% pour une sténose coronaire significative. Donc on voit encore une fois une valeur de ce score A, ce serait en tout cas quand il est du coup négatif, on a très peu de chances d'avoir une sténose significative. Et c'est en même temps ça va avec la temporalité de l'atteinte artérielle. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'abord, il va y avoir en premier l'atteinte artérielle pénienne et ensuite l'atteinte artérielle coronaire. Donc peut-être que si on attend un petit peu, en fait, on verrait ces patients-là après passer en score A et en score A positif et puis après avoir une atteinte coronaire. Pour discuter un petit peu des résultats, donc c'était une étude en tout cas visée exploratoire. On avait quand même des petits effectifs, surtout pour les patients qui n'avaient pas d'atteinte artérielle pénienne. Quand on regarde, dans l'étude de Jackson de 2013, lui, il avait une prévalence au scanner
de présence de plaques coronaires chez les patients avec dysfonction érectile de 90%. Nous, dans notre étude, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a réussi à séparer, en tout cas, les patients. Les patients, la population qui avait un score A supérieur, qui avait un score A positif, ils avaient 90% avaient des plaques, et la population de patients qui avait un score A négatif, il n'y en avait que 30% qui avaient des plaques. Donc on voit vraiment que ce score, il nous permet en tout cas de séparer les patients et d'avoir une sous-population plus à risque. Et on voit ici, en tout cas donc avec ces résultats, que le médecin vasculaire aurait vraiment un bon rôle à jouer dans la prise en charge de la dysfonction érectile. Cette diapo, juste pour bien dire que le médecin sexuel, enfin le médecin qui s'occupe de la dysfonction érectile, il y a une place, il y a plein d'évaluations qui sont possibles, et il y a une place, en tout cas certaine, pour l'écho-doppler pénien chez les patients, et notamment quand il y a la présence de facteurs de risque cardiovasculaires. En conclusion, je pense que vous l'avez compris, la dysfonction érectile, c'est prédicteur d'événements cardiovasculaires. La nécessité de prendre en compte l'étiologie de la dysfonction érectile, je vous disais que dans les études, c'est rarement pris en compte, et donc on met dans un gros paquet tous les patients avec dysfonction érectile. Et un des moyens du coup de séparer ces patients-là, ce serait donc de leur faire un écho-doppler des artères péniennes et un score A, puisque dans cette étude, en tout cas préliminaire, il y aurait une corrélation entre la sévérité de l'atteinte artérielle pénienne et l'atteinte coronaire. Et donc on pourrait évaluer, du coup, identifier une sous-population à risque cardiovasculaire plus élevé quand le score A est positif. Enfin, juste pour redire, donc la prévention cardiovasculaire doit toujours être une préoccupation pour les médecins qui traitent la dysfonction érectile. Je vous remercie. J'avais très très intéressant. J'avais une question à poser. La présence d'une plaque, je crois que c'est discuté dans les milieux des cardiologues. Autant la sténose et la deuxième partie est passionnante parce que A égale 0, valeur prédictive, c'est les valeurs prédictives négatives qui sont intéressantes. Les valeurs prédictives positives, elles ont aucun intérêt parce qu'en plus de ça, sur le plan statistique, c'est toujours très discutable. Donc la deuxième est passionnante parce que c'est un examen simple qui permet d'être tranquille. Mais le fait qu'il y ait une plaque, parce que moi j'ai entendu dans les discussions, aussi bien les chirurgiens vasculaires que des cardiologues, que de temps en temps, les plaques, il y avait des excès de traitement de plaques. Donc, est-ce que c'est pas éventuellement un peu dangereux de dire, quand le A est supérieur à 0, faut à tout prix chercher une plaque, parce que on cherche à tout prix une plaque, et puis si on la trouve, on dit, ah bah oui, mais s'il y a une plaque, est-ce qu'il faut pas mettre un stent, etc. Donc, quelle est la réalité du risque des plaques asymptomatiques ? Alors, c'est très intéressant comme question, et justement, actuellement, on est beaucoup dans le dépistage très fin de ces plaques, parce que ça nous permet de mettre en place de la prévention cardiovasculaire médicamenteuse. Surtout pas surtout pas de stent immédiatement dès qu'on voit une plaque. Au contraire, même, on en revient de plus en plus, et puis on met de moins en moins de stents chez les patients. Mais ce serait surtout d'identifier un patient pour bien le classer haut risque cardiovasculaire, et à ce moment-là, de mettre en place un traitement médical avec tout ce qui va être statine, traitement de l'hypertension, éventuellement un antiagrégant. Alors, pas juste sur la présence d'une petite plaque, ça va être plutôt quand il y a une sténose, mais c'est vraiment là, actuellement, on est vraiment dans une stratification du risque cardiovasculaire pour faire de la médecine un peu plus personnalisée sur le risque du patient. Et présence de plaque égale à patient à haut risque dans les dernières recommandations, là, d'ailleurs, de 2021 de l'ESC. J'ai une question, parce que c'est risque cardiovasculaire, c'est pas que la coronaropathie ischémique. Étude, carotide, en cours, pas en cours, imaginez. Alors, cette étude, j'ai prévu de la refaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et justement, je rajouterai en plus une évaluation des carotides pour qu'on voit éventuellement une corrélation aussi avec l'atteinte carotidienne. Mais c'est certain de toute façon qu'il doit y avoir un lien, parce qu'on le voit même en pratique, de toute façon, quand on fait beaucoup d'écho-doppler, on voit des patients qui vont avoir des fois des atteintes coronaires et puis pas du tout d'atteinte carotidienne, et puis des fois à l'inverse. Donc en réalité, tous les territoires peuvent être atteints quand ça commence. Hélène, tu veux dire quelque chose ? Non, je crois que
je crois que Jonas est aussi très bien dit. L'idée de ce travail est venue du fait, quand on a vu que les cardiologues se précipitaient, entre guillemets, sur la dysfonction érectile. On a voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui avait de l'intérêt à amener chez le cardiologue ces 30% de dysfonction érectile dans la population. On ne peut pas tous les envoyer chez le cardiologue. Notamment, c'était une précaution que donnait d'ailleurs le gouvernement au moment de la mise en place du Viagra. On a trouvé que c'était peut-être un peu excessif et on a voulu démontrer qu'il y avait un examen qui permettait de faire le tri entre les deux, et je crois que le but est atteint. Voilà. Le problème, c'est de trouver des doppléristes compétents qui le feront. Enfin, ouais. C'est ça. On s'y emploie pour les former. On essaie de les former, oui. Jonas, c'est un exemple. Pascal, tu peux regarder si... Oui, tu veux dire? Vas-y. Monsieur Morel est en ligne. Si Monsieur Morel-Journel est au... Ah, mais il est là, très bien. Merci beaucoup.